Mesdames et messieurs, bonsoir. La démocratie ne se décrète pas. Elle semblerait être un projet sans cesse à construire et qui induit entre autres liberté d'opinion, droit des minorités, rapport de force pacifique entre différents groupes d'intérêt, liberté d'association, etc. Une architecture qui requiert pouvoir et contre-pouvoir. Dans l'entre-deux subsiste une zone grise et donc un espace libre préempté par la société dite civile qui fonde sa légitimité sur une indépendance de tout lien de pouvoir. En ce sens, elle s'oppose facilement à la classe politique. Ces dernières années en Afrique subsaharienne, et sous le prétexte de promotion de la démocratie et parfois d'un droit de l'hommisme effréné, la société civile semble empiéter de plus en plus le champ politique. Et si elle se rêve en pouvoir des sans-pouvoirs, ses moyens d'action tendent de plus en plus et dans divers domaines à délégitimer le pouvoir politique, pourtant détenteur d'un mandat électif. Qu'est-ce que la société civile? Quelle représentation en donner? De quelle légitimité se réclame-t-elle? Quel est le champ dévolu à la société civile en démocratie représentative? Ne tente-t-elle pas de dépouiller l'action publique, donc politique, de plus en plus de prérogatives pourtant régulièrement conférées par la Constitution? Et à quel moment son action pourrait-elle devenir nuisible au modèle démocratique en lui-même? Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions avec nos deux invités. Docteur Aimé Tchefa, sociologue politique, bonsoir. Gildas Aizano, acteur politique. Merci d'être des nôtres ce soir. C'est moi, merci pour l'honneur. Alors, de Machiavel à Gramsci, de Rousseau à Hegel ou à Marx, la philosophie politique définit la société civile comme tout ce qui n'est pas de la société politique formelle. Docteur Tchefa, quelle définition en donnez-vous? Merci. Je crois que, voulant parler de société civile, il faut prendre tout de suite deux précautions au préalable. Il faut se prémunir de ce que la société civile n'est pas un ramassis de ceux qui, politiquement, ne sont pas engagés. Parce que nous pouvons revisiter le concept de politique, déjà parti de Montesquieu, en passant par Thomas Hobbes, Émile Durkheim et des auteurs beaucoup plus récents comme Dupuy-de-Ry. C'est simplement l'art qui organise la cité et la gère en vue de la résolution des problèmes pour le bien commun. Et déjà, souvenez-vous, Aristote disait que l'homme est un animal politique. Et dans cette politicité, c'est-à-dire que, en définitive, nous recherchons tous, à travers le vivre en commun, le bonheur, définir les principes et les lois pour le bien de tous. Et à propos, Émile Durkheim disait que la liberté est le produit d'une réglementation sociale. Alors, la société politique, en fait, je la présente de plus en plus comme cet ensemble d'hommes et de femmes engagés dans l'action publique qui forcément n'est pas politique. Le suivi-évaluation participatif, le contrôle citoyen, la redevabilité, le contrôle de la qualité des services publics à nous rendus pour mieux exiger. Et bien évidemment, tout acteur de la société civile, justement, a une voix, va porter son choix sur un acteur politique et de ce fait est un mandant, exprime ce qu'il désire pour le bonheur commun. Et que lorsque ceci est fait, il doit d'abord être consulté pour comment c'est fait. Ensuite, est-ce que c'est réellement fait? Et quelle est la qualité de ce qui est offert? Alors, opposer de facto la société civile à la classe politique, disons que c'est une source de méconnaissance de comment les sociétés humaines aujourd'hui sont hiérarchisées et comment leur imbrication permet un fonctionnement optimal, non seulement pour la démocratie, pour la liberté, pour le bonheur, mais également pour le bon fonctionnement politique. En définissant en un mot le concept de société civile, qui déjà a ses prémices depuis le XIIIe siècle, je vais emprunter simplement trois concepts phares à Dupuy-de-Ry. Liberté, égalité et contrôle. Liberté, égalité et contrôle. Comment définiriez-vous la société civile?
l'idée de la société civile? Non, merci. Déjà, l'universitaire Aimé Tchefa a été assez éloquent dans la définition de la société civile. C'est vrai que cela pourrait paraître une définition assez élitiste et que, en définitive, tel que présenté, on pourrait se dire que le débat est totalement vidé. N'est-ce pas? Mais nous allons faire en sorte que vous et moi et tous ceux qui nous suivent sur cette émission puissent retenir, n'est-ce pas, l'essentiel de ce que nous pouvons, n'est-ce pas, tirer de la société civile et tirer également de la société dite politique. Ce n'est pas un ramassis, c'est vrai, même si dans les faits, ça ressemble aussi à un fourre-tout parce que une notion très englobante. La société civile aujourd'hui, c'est l'ensemble de toutes les organisations professionnelles, c'est l'ensemble des organisations syndicales, c'est l'ensemble des organisations religieuses, ce sont les associations sportives, ce sont même des individus qui ne sont pas forcément engagés dans le mouvement associatif. Tout cela sont assimilés, n'est-ce pas, à la société civile. Mais comme l'universitaire Aimé Tchefa le dit si bien, la société civile réclame une certaine autonomie dans son organisation. Elle ne se voit pas, n'est-ce pas, sous la société politique. Elle a envie de s'organiser, n'est-ce pas, pour apporter également des réponses aux problèmes qui s'opposent à nos sociétés, à nous, humains. Et les méthodes ne sont pas toujours les mêmes, mais comme il a rappelé, la société civile a envie d'apporter sa pierre à l'édifice dans le règlement des différents problèmes qui se posent à nous au plan social, au plan économique et même au plan politique. C'est dire que la société civile ne doit pas s'entendre comme une société qui n'a pas le droit, n'est-ce pas, de regard sur les faits politiques, mais il faut voir quelles sont les limites des uns et des autres, quelles sont les approches qu'on devait utiliser, les stratégies pour qu'il n'y ait pas une confusion de genre préjudiciable, n'est-ce pas, à l'action publique. Est-ce qu'on peut réduire la société civile à une sorte d'intermédiation sociale? La société civile, dans son fonctionnement, depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui, ne joue pas uniquement le rôle d'intermédiation. Parce que mon professeur Jean-Pierre Olivier de Sardan définit par ailleurs la fonction d'intermédiation comme une sorte de fonction sociale aux exigences et aux besoins du développement en lien avec les agences de développement, notamment du Nord. Et de ce point de vue, il parle des courtiers du développement. La société civile ne se résume pas exclusivement à cela. Parce qu'au-delà, la société civile, dans bien de pays, vous verrez que lorsque la société se trouve être bloquée par les acteurs politiques qui, du fait de leur défaillance ou du fait de ne pas prendre en considération les vœux et les souhaits émis par les mandants, la société civile peut prendre ses responsabilités. Exemple, le Mali. Exemple, le Liban. Exemple, Jean-Bertrand Aristide en Haïti en son temps. Oui, sans vouloir vous arrêter, l'exemple que vous venez d'évoquer est assez parlant. Vous parlez du Mali. Quand on regarde très bien, il y a un ensemble, je ne veux pas utiliser le mot péjoratif de fourre-tout, mais il y a quand même des politiques. Donc on dit société civile, mais il y a des anciens premiers ministres, des leaders religieux qui ont quand même empiété ces dernières années, qui ont un pouvoir politique certain. Il y a des leaders politiques à visage découvert qui sont imbriqués dans tout ce mouvement. Est-ce que il y a pas, est-ce que c'est pas de là que vient un peu comment je vais dire le flou artistique qui tourne autour de cela? Est-ce que un politique peut simplement au regard ou sous disons opportunément se draper d'un manteau de société civile? Non, pour le cas du Mali. Oui. En cours, oui. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'un mouvement oui. organisé par l'opposition politique et la société civile. Quand vous prenez l'imam Diko, politiquement, il n'est engagé nulle part. Oui, mais il est évident et vrai que c'est un vrai leader d'opinion. Pas politique, puisque c'est un religieux. Dans le contexte malien,
Mais quand vous prenez d'autres, les anciens premiers ministres, qui sont du M5, Oui. d'accord, Oui. ils parlent de rassemblement patriotique. Ok. Mais n'en demeure Donc, pas moins qu'ils sont politiques. oui, eux, ils sont politiques. Mais la société civile, ramenez ça un peu à ce qui s'était passé en Guinée et que Rabiatou Serra Diallo, qui était syndicaliste, avait pris la tête. Ça, c'est exclusivement la société civile. Mais ce qui se passe aujourd'hui au Mali, ce n'est pas exclusivement la société civile, c'est la société civile et les forces de l'opposition. De ce point de vue-là, il y a une entente, une sorte d'entente entre les forces de l'opposition et les forces de la société civile. Et même au Bénin, ici, c'était arrivé. Vous connaissez bien l'histoire de Touche pas à ma constitution, qui rejoignait parfaitement à l'époque la philosophie et l'idéologie politique de la Renaissance du Bénin. Donc, il peut arriver que la société civile, de par sa vision, de par son idéologie, de par sa neutralité apparente, se retrouve tantôt proche de l'opposition ou proche de la mouvance, puisque la société civile ne signifie pas une société d'opposition ou un ensemble d'hommes et de femmes aspirant au pouvoir politique et à son exercice. Ça, c'est plutôt l'opposition politique. Donc, quand vous parlez de neutralité, est-ce que cette neutralité n'est pas sujette à caution, puisque à un moment on peut être à côté de l'opposition, à un autre temps politique on peut changer de camp tout simplement. Est-ce que cette façon de coulisser entre les courants, vous avez parlé d'idéologie, là je vais poser une question concrète, est-ce que la société civile, est-ce que les sociétés civiles se doivent d'avoir une idéologie? Ah oui. Idéologiquement Non, leur idéologie n'est pas politique. Leur idéologie est une idéologie de développement. C'est une vision de contrôle de l'action publique. Entendons-nous simplement que la société civile n'a pas vocation à conduire l'action publique, que ce soit par rapport à sa dimension pénale ou à sa dimension de développement. Définissant bien entendu l'action publique comme Philippe Aubreau, tout ce que fait ou ne fait pas un gouvernement. Donc, seul un gouvernement élu, légal et légitime, peut donc définir une vision de développement du pays à partir de la collecte des aspirations que tout acteur social exprime de par ce qu'il souhaite pour son bonheur. Alors, si les routes n'ont pas été construites, si l'eau potable n'est pas allée au dernier village ou au dernier hameau, si telle ou telle rue n'ont pas été électrifiées, bien évidemment, nous n'aurons pas de questions à poser à Martin Asogba, ni à Blanche Sono ou à Gustave Assa, mais plutôt à Patrice Talon, parce que depuis 2006, c'est à lui que nous avons 2016, donné, depuis 2016, pardon, c'est à lui que nous avons donné le crédit pour jouer ce rôle. Et c'est lui qui nous a dit qu'il peut. Alors c'est normal que de ce fait, Martin Asogba, Blanche Sono, Gustave Assa, Fatoumata Batokozosu demandent. Bon, faisons le point, monsieur le président. Vous avez dit que vous allez faire ci, vous allez faire ça. Votre PAG le mentionne clairement, il est phasé. Mais maintenant, descendons les rideaux et faisons le point. Et allons voir la qualité de ce qui est fait. Eux, ils ont vocation de dire cela. Mais n'oubliez pas, dans le même temps, l'opposition aussi a vocation de dire cela. Ah, mais bien sûr. Donc, de ce point de vue-là, eux, ils sont plus proches de l'opposition. Mais quand l'opposition sera au pouvoir, eux, ils continueront pas à dire la même chose. Et ceux qui hier étaient au pouvoir vont dire maintenant ce que l'opposition d'hier disait. Donc, la société civile est toujours restée fixe dans son discours, dans son idéologie, dans sa vision. C'est plutôt les acteurs politiques qui, au déshydratat de leurs intérêts, qui, en fonction de leur positionnement et de leur repositionnement par rapport au jeu des acteurs, définissant les réalités de l'arène politique, ont à se positionner en fonction donc des tendances actuelles et de leurs objectifs propres qui ne sont toujours pas les objectifs sociétals et sociaux. Les acteurs politiques sont indexés? Non, j'aurais bien aimé pouvoir faire cette même lecture que
l'ami Aimé Tchefa. Seulement, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas aussi simple. La frontière, malheureusement, n'est pas toujours aussi démarquée entre ceux-là qui se réclament de la société civile et ceux qui sont appelés à faire purement de la politique. On peut comprendre que dans un camp comme dans l'autre, ce qui est recherché, c'est comment nous apportons un peu plus de bien-être, n'est-ce pas, à nos problèmes de développement, quelles que soient les stratégies utilisées. Le politique utilisera ses stratégies, ses moyens d'action. La société civile va peut-être utiliser d'autres couloirs, mais il est toujours, tel qu'il a démontré tout à l'heure, il est évident que il y a des moments où ça s'imbrique, les actions se rejoignent. Cela, ça peut arriver, ça peut se comprendre. Mais là où je ne fais pas exactement la même lecture que lui, c'est quand on a tendance à présenter la société civile comme un regroupement de gens qui forcément restent toujours dans leur couloir et qui n'ont que le développement, le bien-être uniquement comme objectif. Malheureusement, il y a beaucoup de pierres qu'on pourrait jeter, n'est-ce pas, dans le camp de cette société civile qui, à des moments donnés, se trompe de rôle, se trompe de mission et carrément s'y mixe et de façon, à mon goût, trop importante dans la sphère politique. S'y mixe par exemple, vous voyez, de part et d'autre, ceux-là qu'on pourrait classer comme les gardiens du temple, et qui par ailleurs sont de la société civile. Vous voyez, je parle de la royauté, je parle des syndicalistes. Quand tous ceux-là, par exemple, viennent à corrompre, n'est-ce pas, l'esprit même de la société civile, quand les gardiens de la tradition, quand ceux qui doivent être garants de cette neutralité, plus ou moins entre griffes, quand tous ceux-là finissent par être publiquement s'affichent en faveur d'une tendance politique ou d'un homme politique, on peut se demander finalement c'est où la société politique quand ça se passe de cette façon. Quand une confession religieuse peut se lever alors qu'elle se réclame de la société civile et s'engage officiellement, publiquement, je ne dis pas que la société civile n'a pas le droit d'avoir son opinion sur la gestion du pouvoir politique, mais quand ça se fait publiquement et qu'on prend position et parfois de manière intempestive, on peut se demander finalement c'est où la limite entre la société politique et la société civile. Je crois que c'est à ce niveau que nous avons un travail à faire. Mais ce travail n'est pas facile. Parce que quand vous voyez, dans notre pays en tout cas, les différents gouvernements qui se sont succédés, quand vous voyez également au sein même des acteurs de la société civile, ce n'est pas toujours évident à leur propre niveau de faire la démarcation. Il y en a qui prétendent qu'ils ont le droit d'aller des deux côtés. Aujourd'hui, on peut fièrement se proclamer politique et demain se retrouver de l'autre côté comme société civile. Ce qu'il est important de retenir enfin, selon moi, c'est que il est important que chacun reste dans son couloir. Nous savons que c'est le pays que nous avons en commun, c'est le développement que nous visons tous. Mais dans les moyens d'action, dans les méthodes, on devait pouvoir faire un peu de démarcation. Quand les partis politiques font de l'animation de la vie politique, ce ne serait pas bien séant qu'on retrouve la société civile en train de faire de l'animation de la vie politique. Parce que quand les sorties deviennent intempestives, quand on suscite par-ci, par-là, par exemple, des candidatures, bon, parfois on peut se demander si c'est véritablement aussi le rôle de la société civile. Donc, elle n'est pas toujours aussi vertueuse, cette société civile. Je reconnais que la société civile, nous en avons besoin. On n'a même pas le choix. Peut-être que la société civile, en réalité, regroupe la majorité des citoyens du pays. On a besoin de la fonction de contrôle, on a besoin de la veille citoyenne, on a besoin d'une pression positive, n'est-ce pas, derrière le politique pour le contraindre, par exemple, à faire ce pourquoi il s'est engagé. Mais il faut
il ne faut pas faire en sorte qu'on commence aussi par décrédibiliser cette même société civile aujourd'hui. J'ai l'impression qu'elle a perdu beaucoup de crédit ces 10 dernières années. Oui, justement, sur cette notion de contrôle de l'action, on va dire, de l'action publique, de l'action politique, on est en démocratie représentative. Est-ce que cette fonction n'est pas déjà encadrée, dévolue à une institution comme l'Assemblée nationale, par exemple? Parce que quand on fait cette lecture, ça voudra dire que, par exemple, dans un format normal de démocratie représentative, l'Assemblée nationale se doit d'être doublée d'autres organismes de contrôle, alors que cette même Assemblée nationale semble être une émanation du peuple. Non. Si le professeur Aimé Thiafa permet, je crois que le Bénin n'innove pas en la matière. Il a commencé par citer des exemples assez éloquents, le Mali et tout. On peut se permettre de sortir un peu du continent pour voir comment la société civile son rôle peut être prégnant dans le contrôle de l'action publique, peut être déterminant. Le mouvement des Gilets jaunes en France, nous savons tous, c'est d'abord un mouvement qui est perçu comme étant un mouvement de la société civile. Les Français se sont levés, ce n'est pas un parti politique qui les a organisés. Spontanément, des citoyens se sont levés. Le mouvement qui dit que la vie des Noirs compte, Black Lives Matter, aux États-Unis, tout récemment, vous avez vu, ce n'est pas à l'appel d'un parti politique que des citoyens se sont levés. Et ça commence par produire du résultat. Les politiques étaient là. Quand toutes ces atrocités aussi se commettaient, quand des injustices se commettaient au niveau salarial, au niveau sécuritaire, du racisme et tout, mais les politiques à eux seuls, c'est là il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître, ne peuvent pas réguler, gérer la société, ne peuvent pas régler tous les problèmes. À des moments donnés, il est important que les citoyens aussi s'impliquent, se lèvent pour dire, ici nous pensons que les politiques ne sont pas en train de jouer leur rôle comme cela se doit et qu'il faut porter un coup de main. Et ça se voit qu'à des moments donnés, c'est salutaire quand les citoyens aussi se lèvent de cette façon. Ça permet de faire avancer rapidement certaines causes. En tout cas, pour ce que nous venons de voir ces derniers jours, même en Afrique ici, le printemps arabe, tout ça, tel que ça s'est passé, ce n'est pas toujours forcément des partis politiques qui réussissent à faire bouger les lignes. À des moments donnés, il faut espérer que la société s'organise, se lève. Des citoyens parfois en griffe, neutres, d'accord, quand ils portent une cause, j'ai l'impression de plus en plus également que le politique est sensible à cela et est prêt à apporter des réponses assez rapides. Sur la même question. Alors, je crois qu'il faut déblayer un peu et ça nous permettrait de mieux voir. La société civile, c'est 7 composantes et toutes les 7 composantes ne se comportent pas exactement de la même façon. Selon que l'on soit le représentant de telle autre ou telle chapelle religieuse, on n'a pas le même degré d'engagement qu'un syndicaliste ou une personnalité morale. N'oublions pas cela. Chaque pays a ses réalités. Si vous prenez par exemple les îles Comores, le premier critère de l'éligibilité dit qu'il faut être musulman avant d'être candidat à une élection présidentielle. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans une forme d'État laïque. Alors en matière de laïcité, ils n'observent pas cela. Ok? Il en est de même par exemple en Iran ou dans la plupart des républiques sahraouis. Ok? La forme de laïcité de l'État. Vous avez des pays où l'ayatollah est très fort et ce qu'il dit parfois a plus de valeur que le président de la République. Il ne faut pas oublier cela. Dans le même cas, je vous rappelle qu'au Brésil, par exemple, il est plus facile de quitter les rangs syndicaux pour devenir président de la République. Exemple, Lula, Dilma Rousseff. Donc, chaque pays a sa pratique en la matière. En Afrique du Sud, il faut forcément, par la pratique et non pas la constitution, passer par le secrétariat général du syndicat des mineurs avant de devenir président de la République. Jacob Zuma l'a été. Oui, simplement parce que Thabo Mbeki l'a été. ZANU-PF, c'est la COSATU, c'est simplement le syndicat le plus imposant. Donc, il n'y a pas vraiment de oui, mais ce n'est pas un parti politique. Il se trouve que c'est simplement un syndicat. Mais vous comprenez. Donc, non, il n'y a pas de démarcation nette et de distinguo rigoureux à faire. Il s'agit plutôt d'aller au cas par cas par rapport à l'histoire politique et à la sociologie politique de chaque nation.
Parce que nous n'avons pas traversé les mêmes choses et les réalités que nous vivons au quotidien ne sont pas les mêmes. En ce qui concerne la question que vous avez posée qui vous préoccupe, vous ramenez cette question en fait à la légalité et à la légitimité de la société civile. Oui. Et au Bénin, on a un référentiel en la matière. L'Assemblée nationale de la République du Bénin, le 23 juin 2006, en cette session-là, a modifié la Constitution du 11 décembre 1990 et a aligné le mandat des députés, qui était de 4 ans, à celui des autres institutions, notamment du président de la République, à 5 ans. Étant entendu que la notion d'espace, de réalité et de politique le leur permettait de le faire. Alors, beaucoup d'acteurs de la société civile, que je ne voudrais pas nommer, ont dit non. Que ces derniers n'avaient pas le droit de faire cela. Et eux aussi avaient fait un clin d'œil à la Cour constitutionnelle qui devrait donc analyser la constitutionnalité de cette modification-là. En ce moment, les députés avaient dit que eux, ils sont les représentants du peuple et que ceux qui parlent de leur propre chef et non, étant donné qu'ils ont été élus comme représentants du peuple. Et de ce fait, cela pose la problématique de la légitimité de la société civile au Bénin. Et j'en arrive à la Constitution. L'article 25 qui établit les libertés d'association. Parce que n'oublions pas, dans la Constitution de notre pays, il y a les droits de l'homme intégrés et la Charte africaine également des droits de l'homme, partant même déjà de la Charte atlantique. D'accord ? Oui. Alors, quand on fait le point de tout cela et que l'article 25 permet les libertés d'association culturelles, sportives, telles qu'il a rappelé au départ, on ne peut pas dire que c'est dessouché d'une base de légalité. Écoutez, quand vous prenez un député, il est élu dans une circonscription électorale. Oui. Je prends un député de la 8e circonscription électorale qui fait Parakou, Tchaourou, Ndalié, Perere. Il n'est pas élu par le Béninois qui vit dans la 24e circonscription électorale. Pour parler en termes clairs, ce qu'il fait n'engage pas le Béninois qui est même dans la 9e circonscription électorale. Pour un député. C'est un élu national. Oui, d'accord, mais il n'est pas élu par tout le peuple. Ça dit que c'est un symbole juridique et politique que de dire qu'il est un élu de la nation et que le chef de l'État est un élu du peuple. Bien entendu que le chef de l'État est élu par tous les Béninois au suffrage universel direct. Quand vous prenez un ministre de la République, n'est-il pas légitime quand bien même il n'a été élu nulle part? Il tire sa légitimité de celle du président de la République. Alors, étant entendu que notre Constitution, en son article 25, permet les libertés associatives et que, en ce qui concerne la souveraineté de l'État telle qu'établie par l'article 3 de la Constitution, que cela en rien n'empiète les formes d'organisation et de mouvement qui peuvent s'exprimer de telle ou telle autre manière, mais reconnues par la loi, parce que vous ne pouvez pas exercer en tant que mouvement, peu importe le caractère de société civile, sans aller chercher à vous mettre en conformité avec la loi en passant par la direction des affaires intérieures du ministère de la Sécurité publique. Cela suppose donc que non seulement l'État vous reconnaît le droit d'exister et d'exercer conformément à la loi, et que aussi l'État, à travers le ministère chargé des affaires institutionnelles, devrait vous permettre effectivement de fonctionner. Et que si nous sommes dans un processus démocratique, que le pouvoir appartient au peuple, et que tout le peuple ne peut pas aller à Porte-Nouveau s'asseoir, délègue des gens, et dans le même temps, s'organise à travers différents compartiments pour pouvoir observer, suivre, critiquer, suggérer, analyser, s'impliquer pour améliorer le simple processus de participation citoyenne. L'ensemble des mécanismes mis en place par les citoyens en vue de contrôler la qualité des services publics à eux offerts. Parce que nous sommes tous des cotisants au budget national. Vous payez de TVA, vous payez des impôts et des taxes. Alors, vous pensez donc qu'il serait normal
qu'un gouvernement élu disposant de quelque légitimité que ce soit agisse sans vous demander votre point de vue, agisse sans que vous n'ayez le droit de critiquer pour dire ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Je crois que là c'est un pouvoir antique et on n'en a plus besoin. Si nous acceptons le principe que nous sommes en démocratie et que la démocratie est, tel que l'a dit Périclès, le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple et avec le peuple, et que donc le peuple est au cœur, c'est un pouvoir démocentrique. Si tel est le cas, alors tout doit revenir au peuple. C'est comme un marché que le peuple a passé à quelqu'un qui a dit qu'il peut exécuter. Mais lorsque vous faites appel à un architecte pour vous élaborer les plans de construction de votre maison, c'est vous qui dites ce que vous voulez mettre sur votre domaine. Et lorsque l'exécution commence, vous êtes là pour être sûr que les bétons sont dosés comme cela se doit. Et si vous n'en avez pas la qualité, vous faites appel à un expert en la matière. Et on parle également au niveau local de la MOC, maîtrise d'ouvrage communal. Et également, dans l'approche DCC, d'accord, développement conduit par les communautés, on parle également de formation de gestion à la base, pour donner toute l'armature nécessaire aux communautés à la base, entendez par communauté un village, pour pouvoir jouer leur partition, c'est-à-dire être au niveau décisionnel, depuis la base jusqu'au niveau décisionnel. Et c'est ça la démocratie. Vous ne pouvez pas faire tout cela sans dire que la société civile n'existe pas. La société civile n'a pas pour rôle ou vocation de contrecarrer les hommes politiques et de les combattre. Il faut les laisser se combattre entre eux. Mais la société civile a simplement pour vocation de dire ça c'est pas bon, ça c'est bon, allez-y, nous vous encourageons. Il peut arriver que des acteurs de la société civile se trompent. Mais toute la société civile ne peut pas se tromper. Et l'aspect de la civilité de la société civile, nous oublions ça aussi, puisque ça a une dimension civique et une dimension civile. Qui politiquement n'est pas engagé, qui militairement n'est pas engagé, ça c'est la dimension civile. Mais la dimension civique aussi, c'est que je suis citoyen. Alors, pour avoir exécuté, ou bien pour avoir accompli mes devoirs, je dois jouir de mes droits. Si on perçoit chez moi des frais de péage que je dois tout le temps payer en traversant donc un pont péage, c'est normal que je m'intéresse dans la qualité des voies qui sont réalisées. On ne peut pas me dire que ça n'a pas de sens. Et ça, les acteurs politiques tout le temps n'en ont pas conscience et ne sont pas fondés pour le faire. Mais ceux qui, ni militairement, ni politiquement, ne sont pas engagés et qui ne sont préoccupés par le simple bonheur et ne voudraient pas politiquement militer pour gagner quoi que ce soit, n'ont que cela à gagner. Et tous les tests de loi dans tous les pays du monde leur en donnent le pouvoir et la capacité de le faire conformément à la législation prévue en la matière. Donc la société civile, en tout cas, dans tout État démocratique, digne du nom, est aussi bien légale que légitime. S'attendre à ce qu'elle ait une légitimité à l'aune du pouvoir public ou du pouvoir politique, cela n'est qu'un leurre et un rêve et une pure méconnaissance du fonctionnement de la démocratie. Sur cette même question de la légitimité. Non, moi, le débat, il est vidé. On se complète très bien sur la question. Je disais tantôt que les deux sont complémentaires. Le maître mot ici, c'est la complémentarité. Il reste à voir comment situer chacun dans son couloir et le problème est terminé. Aujourd'hui, ce serait une pure illusion de croire qu'on peut faire uniquement avec des politiques. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. De la même façon, ce serait bizarre de croire que la société civile peut se mettre à remplacer les politiques dans la gestion de la cité. Le niveau de légitimité n'est pas forcément le même. Chacun a sa légitimité, mais il y a une légitimité qui est au-dessus de toutes les autres légitimités. C'est le politique. Il y a une hiérarchie. C'est le politique, n'est-ce pas, qui administre, qui gère, qui organise. J'ai bien envie de dire que dans un système démocratique qui se respecte, la force encore de la société civile
doit découler de ce que les politiques ont conscience du rôle important qu'elle peut jouer. La société civile est là, en réalité, pour aiguillonner, pour accompagner, pour tous les autres aspects. Parce que le politique est dans le feu de l'action. Et quand vous êtes dans le feu de l'action, humainement, il peut arriver que les choses vous échappent. Ayons l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. Ce n'est pas grave que de dire que on ne sait pas tout, on ne connaît pas tout, on ne voit pas tout. Il y a aujourd'hui des organisations de la société civile qui sont capables de mobiliser, par exemple, des financements. Il y a des organisations de la société civile qui apportent des compléments budgétaires pour la réalisation de beaucoup de projets au niveau communautaire. Aujourd'hui, vous allez dans certaines communes, carrément vous voyez que dans leur budget, attention, il y a des organisations qui, après l'État, vraiment se classent juste derrière. Prenez par exemple le programme Omi Delta, n'est-ce pas, qui est dans le domaine de l'eau. C'est des montants colossaux. Nous avons tous eu chaud quand certains partenaires ont voulu se retirer de certains programmes. Donc aujourd'hui, le débat n'est pas de savoir si tel est important ou tel ne l'est pas. C'est juste de savoir comment nous nous organisons véritablement pour que et société civile et société politique puissent travailler main dans la main, et comment nous nous organisons pour que ceux qui polluent l'environnement de la société civile également, qu'on trouve les moyens de les discipliner. Parce que ce n'est pas toujours intéressant de voir un certain nombre de spectacles au niveau de la société civile. J'ai dit, il y a des organisations qui font du bon travail. Mais il y a malheureusement aussi ceux qui profitent de cette couverture de la société civile pour jeter vraiment de l'opprobre sur l'ensemble de la corporation. C'est à ce niveau que nous devons travailler pour que véritablement on sache comment faire pour propulser un peu plus le développement de nos pays. Oui, justement, je reste avec vous. On a pu observer ces dernières années, on va dire en Afrique subsaharienne, au Togo, en RDC, au Burkina Faso, au Mali encore aujourd'hui. Il y a quand même, peut-être que c'est une fausse impression, il y a quand même que la société civile tend à phagocyter quand même certaines oppositions. Pour parler, pour rester sur le cas malien, par exemple, quand même, c'est le vocable société civile qui est mis en avant. Même si sur certaines personnalités, on reconnaît qu'ils aient une coloration politique. Quand, dans la narration de ces luttes, c'est quand même la société civile qui est toujours mise en avant. Au Burkina Faso, pour faire tomber Blaise Compaoré, c'est quand même la société civile. En RDC, les dernières élections, c'est la société civile, dans une certaine consanguinité quand même, avec une certaine opposition. Donc du coup, on n'arrive plus à distinguer, parce qu'on parlait de neutralité tout à l'heure, est-ce une neutralité à géométrie variable? C'est une question qui se pose. Je crois que tout à l'heure, l'ami Tchefa rappelait qu'il n'y a pas de situation superposable. Il faut tenir compte également de plusieurs contextes. Le contexte est important dans chacun de nos pays. On n'a pas les mêmes situations partout. Voyez-vous, vous citez le cas du Mali, de tout ça, où véritablement la société civile a pu jouer un rôle important, quitte à remplacer l'opposition. Ça peut arriver que l'opposition dans un pays soit décrédibilisée aussi. Il ne faut pas qu'on pense que c'est toujours celui qui a l'action politique qui gère, qui est décrédibilisé. Les populations commencent par observer aussi, n'est-ce pas? Si, pour une cause, vous qui incarnez l'opposition, la population se rend compte que finalement, votre discours ne passe plus. Vous n'êtes plus crédible pour porter la cause. Quand on regarde le passé, on regarde tout ce que vous avez fait. Je parle du politique qui n'est plus forcément en train de gérer et qui est dans l'opposition. Si on regarde ceux qui incarnent l'opposition, il peut arriver que l'opposition ne puisse pas porter, n'est-ce pas, la voix de la contestation populaire qui réclame l'alternance. C'est pourquoi les oppositions aussi doivent faire très attention. Vous ne pouvez pas réussir un combat pour susciter une certaine alternance si les figures qui incarnent l'opposition, finalement, le peuple se rend compte que, écoute,
ils ne représentent pas grand-chose. On sait comment ils ont géré. Il est important que ceux qui sont en train de réclamer le pouvoir soient des visages crédibles, qui rassurent. Quand on n'a pas ça, c'est normal que parfois, quand des mouvements citoyens prennent le relais avec des gens apparemment neutres, nouveaux, qu'ils posent des problèmes concrets, on se dit, ben, lui, il peut dire ça. Si c'est lui qui dit ça, on peut croire. Si c'est Diko qui dit ça, on peut croire. Mais l'autre là, non, on l'a vu quand on l'a vu. On sait ce qu'il a fait. Non, mais lui qui a détourné là, c'est lui qui vient nous dire de combattre aujourd'hui celui-ci. Non, ça peut fausser le message. Donc ça peut arriver que un mouvement social soit plus fort, soit plus écouté, soit plus entendu. Ça dépend du contexte et ça dépend des différents animateurs, n'est-ce pas, de la classe politique. C'est un peu la précision que je tenais à apporter sur le fait qu'on constate parfois que les oppositions sont faibles, les oppositions ne sont pas suffisamment fortes. Ça dépend. Il y a des débats politiques où l'opposition elle-même est obligée d'aller chercher le soutien de toutes les organisations de la société civile. Parce que à ce moment, il s'agit de conquérir le pouvoir, l'opposition se rend compte qu'elle n'a plus toute la légitimité nécessaire à des moments donnés pour poser certains problèmes et demande à ce qu'une organisation de la société civile prenne le devant. Il y a ce type aussi d'accords qui sont vus dans certains milieux où on reconnaît soi-même qu'on ne peut pas porter le message pour que ça passe. On dit, ben, vous autres de la société civile, si c'est vous qui parlez, vous serez écoutés et ça va faire tache d'huile. C'est une possibilité. Ça ne se passe pas qu'en Afrique, ça ne se passe pas qu'au Bénin, même dans des sociétés assez vieilles en termes de démocratie, il arrive finalement que les politiques ne soient pas entendus, ne soient pas écoutés. De plus en plus, le citoyen n'a pas confiance, n'est-ce pas, en ceux qui incarnent la politique. Il y a que on commence par douter de la crédibilité des politiques. Ce n'est pas seulement du côté de l'opposition. C'est pourquoi nous devons nous remettre en cause, nous qui sommes sur la scène politique. Quand la parole du politique devient comme une parole qui peut aussi évoluer tout le temps, ou bien le politique n'arrive plus à faire ce qu'il a promis, comprenez, acceptons que le peuple a à un moment donné, que les citoyens commencent par douter. Et c'est pourquoi il faut des organisations relais qui prennent aussi et qui titillent pour rappeler un certain nombre de choses pour permettre aux politiciens de se réajuster. Évidemment, les contextes sont différents selon les pays, mais il est indéniable quand même. Je vais prendre un exemple, un cas bien particulier, mais qui est prégnant. Les contentieux électoraux. On a l'impression, par exemple, où les veilles d'alternance, on a l'impression systématiquement, quand vous reprenez ces 10 dernières années, que ce soit au Nigeria à côté, là en ce moment en Guinée, hier même au Sénégal, que systématiquement, la société civile tend à prendre le pas sur les politiques. Systématiquement. Non, par rapport aux contentieux électoraux, c'est un fait entièrement politique. Si nous allons en parler, vous verrez que c'est entièrement politique. D'accord ? En fait, je voudrais m'intéresser un peu plus, avant d'en arriver à ce qui vous préoccupe, au glissement, parce que c'est de ça qu'on parle en fait, le glissement de la société civile aux fonctions politiques. Je voudrais rappeler que personne n'a un diplôme d'acteur politique ou un diplôme de société civile. D'accord ? Je peux être aujourd'hui membre d'une organisation de la société civile et demain me porter militant d'un parti politique. Ce ne serait pas ça qui serait interdit. Et mieux, vous savez que, par exemple, en France, Force ouvrière, qui est un syndicat, est la branche syndicale du Parti socialiste et du Parti communiste. Oui. D'accord ? Je dis tout court de la gauche. Oui, de la gauche. Tout court de la gauche. D'accord ? Oui. Et vous connaissez même ailleurs des partis minoritaires qui, en fait, relèvent de la société civile. On vous parlera, par exemple, du Parti des éleveurs. Oui. Donc, dans la typologie des partis politiques, vous avez des partis minoritaires qui, en fait, sont des partis relevant de la société civile. Ce qui est important, que nous ne devons pas perdre de vue, c'est que lorsque les politiques, que ce soit d'opposition ou de mouvance, donc en action ou dans la critique, en arrivent à la faillite politique,
c'est pas moi qui parle de faillite politique. Ndongom, au Cameroun, en a parlé. Lorsqu'ils en arrivent à la faillite politique, c'est-à-dire que l'action publique ne produit plus d'effet. Parce que tout gouvernement est mis en place et tout acteur politique est élu pour travailler pour le développement. Personne n'est élu pour aller siphonner les ressources. Alors, si les acteurs politiques sont préoccupés par le siphonnement des ressources, beaucoup plus que par le fait de poser des actions à travers les politiques publiques, et que donc l'action publique n'est pas fortement conduite et est sans effet, donc sans impact, sur une durée plus ou moins longue, mais qui sont ceux qui boudent? Justement, ce sont les acteurs de la société civile. En ce moment, ils portent un de leurs au pouvoir. Parce que, je le rappelle, et là je m'écarte de mon ami et frère Jida Zaïzano, la légitimité politique n'est pas au-dessus de la légitimité de la société civile. Le peuple est l'unique détenteur du pouvoir. C'est lui qui le confère. Si nous sommes en démocratie, la légitimité est populaire. Oui, mais et si vous parlez de... il y a un mandat que ce même peuple a conféré. Par rapport à la notion de mandat, je vous donne deux exemples. Oui. Nous sommes en train de voir le Mali actuellement. Oui. Ibeka finira en 2023. Oui. Les Maliens ne pouvaient-ils pas attendre jusqu'à 2023? Oui, justement, cette question, Okay. cette question fait débat. Est-ce que la société civile malienne est en... Non, on en arrive. On en arrive. En toute légitimité Je vous de donne, mettre fin à je un vous mandat donne constitutionnel. un autre cas de jurisprudence encore plus éloquent. Oui. L'Égypte. Ils étaient allés aux élections, ce sont les frères Morsi, ce sont les frères musulmans qui ont gagné à travers Mohamed Morsi. Oui. Il était au pouvoir. Oui. Mais le peuple, à travers le général Al-Sisi, l'a balayé. Comment vous expliquez cela? La notion de mandat, Oui. la notion de mandat est une notion... Cet exemple est quand même un peu Non. particulier. Non, j'en arrive, Oui. j'en arrive. Oui. Concluons ceci, tout court, pour ne pas discuter. Le peuple est l'unique détenteur du pouvoir. C'est lui qui le donne à qui il veut. Alors, vous ne pouvez pas le prendre et parler de mandat ad vitam aeternam. Non, elle n'est pas... Bon, de toute mais façon, vous ne pouvez pas le elle est prendre aussi, dans le temps. vous ne pouvez aussi pas prendre le pouvoir dans un processus démocratique et dire, parce que j'ai un mandat, je fais ce que je veux. Si vous, au cours d'un voyage, vous êtes dans un taxi, et le taximan fume, boit, mange, se défoule, n'est pas concentré sur son volant, parce que vous avez un contrat avec lui de Cotonou à Parakou, vous ne direz rien. Vous pensez que ça fonctionne comme ça? Tous les peuples sont vigilants. Et lorsqu'un homme politique ou un dirigeant politique dans le feu de l'action n'écoute rien et est complètement bouché, le peuple trouve des moyens pour l'arrêter. Parce qu'en définitive, il n'est pas chez lui quand même. Le peuple est l'unique détenteur du pouvoir. Et en cela, la légitimité populaire est au-dessus de toutes les formes de légitimité. Je vous parlais tout à l'heure de marché. Oui. Concédé à ce dernier par le peuple, qui est en même temps maître d'œuvre, maître d'ouvrage, maître de tout ce que vous voulez. Alors, lorsqu'on est dans des zones et des sphères aussi sensibles que cela, il faut écouter. Il faut avoir un relais. Il faut parfois, pas toujours, avoir les yeux dans le rétroviseur pour voir ce qui se passe derrière. Est-ce que ceux que je suis en train de servir sont d'accord ou ne sont pas d'accord? En fait, personne n'est élu pour faire ce qu'il veut. Tout pouvoir démocratiquement mis en place et donc légitime à cet effet n'est là que pour servir le peuple. Et lorsqu'ils sont dans le service et non dans l'asservissement, lorsqu'ils sont dans le fait d'initier des politiques publiques en vue de conduire l'action politique, selon les exigences de leur mandat, très souvent, il y a une forte adhérence entre les deux. Et vous voyez des dirigeants politiques finir en apothéose et placer même des dauphins qui passent sans que rien n'arrive. Oui, avant de vous donner la parole, soyons un peu concrets. Si demain, je me mets en association, je vais prendre un quitus du ministère de l'Intérieur, est-ce que je crée disons, un petit groupe de revendications, disons, pour contrôler l'étanchéité de quelques ouvrages publics. Donc, est-ce que mettez-vous dans le groupe? Vous parlez de groupe ou d'organisation? D'organisation, de la société vous civile.
parler d'une organisation de la société civile, donc j'ai mon autorisation du ministère de l'Intérieur. Est-ce que du coup, j'ai la même légitimité qu'un gouvernement élu? Je vous ai déjà dit qu'en parlant de légitimité, il faut faire attention. Vous pensez qu'un député a été élu par tout le monde? Écoutez, vous devenez ministre et vous nommez vos promotionnaires. Ils sont légitimes parce que vous les avez nommés. Parce que vous avez la légitimité. Si la Constitution dit qu'il y a la liberté d'association, conformément à la loi, je vous ai dit que ici, c'est l'article 25 qui le dit, et que le ministère de l'Intérieur a accepté qu'on ait une association pour contrôler la qualité de l'étanchéité, mais c'est légitime. J'ai la légalité et la légitimité. C'est-à-dire, quand on parle de légitimité, cela ne signifie pas qu'il faut toujours se présenter devant le peuple pour dire oui ou non, ça a un coût. Ça là a un coût. Les membres de la Cour constitutionnelle, à partir du président, vous pensez qu'ils sont plus légitimes que le chef de l'association de développement de mon village? Mais écoutez, les deux sont légitimes aussi. Du coup, est-ce que ça n'entame pas une sorte, disons, d'anarchie que nous tous légitimes? Non, je vous ai dit conformément à la loi. N'oublions pas ça. Conformément à la loi. C'est aussi simple que ça. Non, le débat, il est intéressant. Il peut sembler qu'on se contredise sur un certain nombre de choses, mais c'est toujours très bien pour la qualité de ces débats. Moi, je voudrais qu'on fasse quand même une petite nuance entre les notions de peuple, d'association de la société civile, d'organisation de la société civile. Ce serait, ma foi, imprudent tout de suite de généraliser société civile égale le peuple à opposer à la société politique. Ce serait vraiment imprudent. Les politiques aussi se réclament du peuple. Avec et de bons droits. Ils se réclament du même peuple. Pourquoi pas? Mais c'est toujours le même peuple, n'est-ce pas, qui pour une durée bien précise a donné mandat pour que quelqu'un exerce une certaine forme de légitimité et puisse trancher sur des choses bien précises. Dans la pratique, c'est clair. C'est clair dans la pratique. Quelle que soit la légitimité que d'autres organisations de la société civile peuvent avoir du point de vue de la loi, découlant de la loi, il est établi que ceux qui dirigent une cité, c'est d'abord les politiques qu'on voit en haut. C'est d'abord le président de la République, n'est-ce pas, qui est le chef suprême des armées, qui est le premier magistrat. Donc, de ce point de vue, quand nous parlons de niveau de légitimité, ce n'est pas pour dire que certains ne sont pas légitimes. Ce n'est pas du tout cela la question. C'est pour dire qu'à des moments donnés, dans le feu de l'action, quand il faut trancher, il y a une légitimité qui prime, qui surpasse, n'est-ce pas, dans l'arbitrage. Celui qui tranche, c'est celui à qui vous avez conféré le pouvoir pendant un moment pour gérer, pour trancher, pour diriger. C'est de cela qu'il est question. Et donc, vu sous cet angle, si on se comprend, je suis parfaitement d'accord qu'un chef de village est parfaitement légitime. Une association est parfaitement légitime pour agir, peut rester en justice, peut faire plein de choses. Mais on n'agit pas de la même façon, on ne dirige pas de la même façon dans nos foyers, dans nos maisons respectives. Écoutez, mon enfant n'a pas forcément la même force que moi sur un certain nombre de questions. Mon épouse, c'est organisé de manière à ce que, à un moment donné, il y ait le père de la famille. Et dans un pays seul. En démocratie, c'est pas ça. Hein. Il n'y a pas de paternalisme. J'en viens. Dans un pays, les politiques gèrent le reste. Les politiques gèrent, organisent. Même jusqu'aux universités, les politiques tranchent, légifèrent pour les universitaires. Bien sûr. Et donc, à partir de ce temps où vous donnez le pouvoir à des politiques de décider de comment ça doit s'organiser désormais à l'université, mais pas? Il faut comprendre alors qu'il y a certains à qui vous avez conféré, n'est-ce pas, le pouvoir d'indiquer la marche à suivre. En définitive, en démocratie, qui a le pouvoir? Le peuple a le pouvoir. Mais je dis, ne confondons pas le peuple et la société civile. Non.
Ne réduisons pas le peuple quand on parle, à la société civile. Non, pas du tout. Le peuple Ce serait même une erreur monumentale de réduire le peuple à la société civile. Ce serait une erreur monumentale. Mais la nuance importante, c'est qu'en démocratie, il n'y a pas de paternalisme. Parfaitement d'accord avec vous. Et que c'est conformément à la loi. Dans d'autres pays, le président de la République n'est pas le chef du gouvernement. Nous parlons dans d'autres pays, nous parlons dans d'autres pays, Nous parlons du dans Bénin. d'autres pays, le président de la République n'est pas le magistrat suprême. Pas du tout. Au Bénin, c'est le cas. Et dans d'autres pays, le président de la République n'est pas le chef suprême des armées. Oui. Dans les régimes semi-présidentiels, c'est bien le cas. Quand vous allez en Grande-Bretagne, regardez, ils sont dans une démocratie parlementaire. Et vous savez bien là-bas que le Premier ministre est issu du Parlement. Et que c'est le Premier ministre qui a les prérogatives que le chef de l'État a ici. Bien sûr. Et que les prérogatives de la reine d'Angleterre ne sont que symboliques. Bien sûr. En même temps. Mais quand vous allez au Maroc, c'est pas la même chose. Ils ont un roi qui est puissant, quand bien même ils ont un Premier ministre. Donc, tout est question de la loi. Et on parle de morcellement du pouvoir et de partage des espaces liés au pouvoir. Tout cela, bien entendu, c'est le peuple qui vote. Parce que tout cela n'est coordonné et réalisé qu'à partir de la Constitution. Et c'est le peuple qui, d'une manière ou d'une autre, vote la Constitution. Que l'issue soit référendaire ou parlementaire, c'est le peuple qui vote la Constitution. Donc, il peut dire non. Tel pouvoir que le chef de l'État voudrait avoir, je dis non. Tel autre qui ne souhaite pas, il vaut mieux lui donner pour qu'il l'exerce en notre nom. Toujours pas le vote. Toujours pas le vote. Je voudrais être un peu taquin, mais je voudrais non, dire toujours pas le vote. Pour être un peu taquin, oui. Personne ne vote pour, je vais dire, sans les indexer, Social Watch, ONEP, ainsi de personne ne vote. Non, ne voyez pas ça comme ça. Est-ce que la fonction de Social Watch est d'aller s'asseoir au palais de la Marina? Si oui, on allait le faire ainsi. Mais il n'en demeure pas moins. Mais écoutez, je ne veux pas indexer Social Watch, mais il n'en demeure pas moins personne n'a voté pour le ministre de l'Énergie. Oui, mais personne n'a voté pour le directeur de cabinet de mon ministère. Personne n'a voté pour... si vous voulez même alors, c'est que les maires, leurs adjoints, les chefs d'arrondissement sont encore plus légitimes que les ministres. Non, la notion de la légitimité, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, au regard des fonctions que la loi vous confère, quel est le truchement pour y arriver? Et lorsque ce truchement est respecté, eh bien, il y a la légitimité qui est observée. Le chef de l'État, ayant été élu, ayant donc une légitimité populaire, a les pleins pouvoirs en République du Bénin, sans consulter le Parlement, de nommer les ministres de la République dans les dimensions qu'il le souhaite. Donc si demain mon frère Gildas Aïzano devenait président de la République et me nommait ministre de la République, je suis légitime au même titre que lui, ayant bénéficié de sa légitimité. Ok? Parce qu'on ne voudrait pas qu'un ministre fasse face au peuple pour être élu et bénéficier de ce fait, donc la légitimité. C'est que vous ne ferez pas forcément ce que je dois faire. Oui, mais bien entendu, j'ai parlé de morcellement de parcelles de pouvoir. Nous n'avons pas tous même chose à faire. Cependant, là où je le rejoins, il y a un chef d'orchestre suprême qui est, en fonction des pays, le chef de l'État ou le Premier ministre, qui donc coordonne tout cela, ok, et rend compte au peuple. Parce que n'oublions pas, on parle en matière de démocratie locale, beaucoup plus, des sessions de reddition de comptes. Quand vous prenez des pays tels que le Nicaragua, ça existe. Même au Rwanda, le chef de l'État, une fois par trimestre, choisit une commune de son choix, descend dans cette commune et rend compte de l'action publique aux populations qui viennent. On les invite, elles viennent, le chef de l'État rend compte, je vous dis le chef de l'État et non le maire. Il rend compte et ceux qui l'écoutent posent des questions, vont parfois dans des détails de chiffres liés à des coûts de tel ou tel projet. Et il dit, tel ministre maîtrise mieux le dossier que moi et donne la parole au ministre qui répond au peuple. C'est pas beau ça. Et tout cela n'est possible. Un peu plus direct. Tout cela n'est possible qu'à partir de la légitimité. Donc je ne voudrais pas qu'on confonde la légitimité à une sorte de pouvoir puissant que l'on obtienne que lorsque directement on fait face au peuple, parce que
Dans la démocratie américaine, vous le savez bien, Oui. les Américains ne vont pas aux urnes pour élire le président de la République. Ils vont aux urnes pour élire les grands électeurs qui, à leur tour, élisent. Donc, le suffrage n'est pas direct. Est-ce à dire que le président américain n'est pas légitime? Bien entendu, conformément à la constitution de son pays, il est bien légitime. Donc, je voudrais... Il y a un suffrage quand même. Il y a forcément un suffrage. Il y a forcément un suffrage. Le suffrage aussi, en démocratie, ne signifie pas toujours bulletin. Oui, évidemment. Le suffrage peut signifier la conscience. Le suffrage peut signifier la volonté. Le suffrage peut signifier le patriotisme. Parce que d'une manière ou d'une autre, et puis mieux, les organisations de la société civile, quand vous prenez Social Watch, Alcrer et consorts, PEDIP et consorts, vous pensez qu'ils n'organisent pas des élections? Ils organisent des élections, bien évidemment. Puisque vous n'êtes pas membre, vous n'allez pas venir. Ces élections en rien ne regardent l'État, mais en quelque chose quand même regardent l'État. Parce que à partir du moment où l'État autorise leurs activités et autorise donc qu'ils fonctionnent comme tels, ces organisations, au regard des fonctions qui sont les leurs et des tâches à elles dévolues, fonctionnent comme cela. Il y a des cas même plus visibles, les syndicats qui font leur élection maintenant pratiquement chaque année, où on classe le premier syndicat. Les élections syndicales, ils le font et il n'y a aucun problème, ça marche bien. Oui, on est un peu pressé par le temps, mais il y a un aspect qu'on n'aura malheureusement pas le temps d'aborder, c'est le financement des organisations de la société civile, parce que ça quand même, ça ouvre le champ à beaucoup d'autres questions, sous-questions, sous-thèmes, étant donné que il faut toute une émission pour en parler. Et on va finir par une question peut-être naïve, mais qui contrôle ceux qui contrôlent? Je la pose, ces organisations qui, disons... Le contrôle de quel point de vue? Disons que quand une organisation de la société civile pose son diagnostic, par exemple, disons que les élus du peuple ont leurs sanctions disons, l'avis du peuple sur leur action est encadré. Mais disons que de l'autre côté, la société civile qui encadre leur libre exercice. Non, comment un dirigeant politique est sanctionné? C'est dans les urnes. Oui. Justement. Pas ailleurs. Donc les organisations de la société civile qui sont dans de la critique, si vous voulez même... elles n'ont aucune limite. Non, sont libres dans un processus démocratique de dire leur point de vue, de dire tel qu'ils comprennent. Et ça s'arrête là. Elles n'ont pas la possibilité d'aller chercher le chef de l'État et de l'enlever du pouvoir. En revanche, ce que ces organisations disent peuvent servir de terreau au peuple pour que lorsqu'il s'agira de sanctionner le chef de l'État dans les urnes, cela peut devenir une réalité ou non. Mais pour l'expérience que j'ai qu'il y a de notre pays, aucune organisation de la société civile, jusqu'à aujourd'hui, de 91 à aujourd'hui, n'a encore fléchi les donnes liées à l'élection d'un président de la République, surtout qu'au Bénin de 91 à aujourd'hui, aucun de ces derniers ne provient d'un parti politique, mais plutôt de la société civile. Non, voilà, ce que j'ai plutôt compris de la question, c'est qui sanctionne les organisations de la société civile quand elles agissent par exemple mal, qui contrôle leurs actions, qui leur fixe de limites. C'est clair pour le politique, notre patron à nous tous, c'est celui qui nous confère, n'est-ce pas, le pouvoir, c'est le peuple, qui peut à tout moment, n'est-ce pas, arracher le pouvoir qu'il a. Mais de l'autre côté, ces organisations semblent parfois super puissantes et échappent, n'est-ce pas, à toute possibilité de compte rendu. Je ne dis pas que c'est normal, mais il y a que certains, parfois, en font des chasses gardées et règnent malheureusement comme des gourous. Ça aussi, c'est des choses à revoir, c'est des choses à corriger. Parce qu'au même moment où ces organisations de la société civile se veulent être des modèles, veulent donner des leçons de démocratie, on se rend compte que
au niveau dans leur propre camp, vraiment, ce n'est pas toujours la démocratie. Il y en a qui veulent régner ad vitam. Le mot est bien trouvé quand je parle vraiment de gourou. C'est leur chasse gardée. Ils ont créé leurs choses. Ils ont le contact des partenaires. C'est pratiquement même si vous êtes, bien sûr, vous voulez être honnête, vous me rejoindrez sur cette question. Il y en a qui ne refusent pas que leur enfant les succède à la tête de leur organisation. Pourtant, c'est pas du paternalisme. Là aussi, ami Tchefa, c'est ce que semble demander, n'est-ce pas, le journaliste quand on nous demande qui les contrôle. Le contrôle, ce n'est pas toujours facile. C'est vrai que là également, ce n'est pas toujours créé seul, mais parfois c'est également tout comme. C'est pour dire qu'il y a des choses à organiser, à réorganiser également de ce côté. Nous cherchons, que ce soit en politique, que ce soit au niveau de nos différentes formes d'associations. Ouais, les églises aussi ont des problèmes. Ouais. Les églises, les mosquées ont des problèmes. Aujourd'hui, les couvents aussi ont des problèmes. Les royautés, les chefferies ont des problèmes de leadership, de partage du pouvoir. Donc, c'est un peu partout qu'il y a des choses à corriger. Ce n'est pas qu'au niveau du politique, c'est au niveau du fonctionnement de nos différentes institutions que nous devons avoir l'honnêteté intellectuelle de regarder un peu nos différents process pour améliorer les choses dans le souci de donner, n'est-ce pas, un meilleur résultat chaque fois. Un débat qui en appelle visiblement d'autres. Malheureusement, nous sommes obligés de mettre un terme à ce débat si intéressant. Nous reviendrons sur toutes ces questions qui découlent de notre débat de ce soir. Amis téléspectateurs, le débat technique de ce lundi 17 août 2020 est terminé. Société civile et société politique, conflit de légitimité. J'espère que vous en avez appris quelque peu sur cette question. Je vous donne rendez-vous pour lundi prochain. Portez-vous bien.